Bonjour, bienvenue sur la chaîne RC Droit. Nous vous proposons des cours de droit des affaires de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc, c'est très important en matière de réglementation des affaires. Nous allons vous indiquer que ce droit est issu du traité qui a été signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis, l'île Maurice, et il a été révisé le 17 octobre 2008 à Québec, au Canada. Alors, 17 États, 17 pays sont membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, en sigle OHADA, dans 17 pays de l'Afrique francophone, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Centrafrique, les Comores, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Alors, la réglementation de l'OHADA a pour objectif de favoriser le développement économique de ces pays-là, de ces États. Alors, grâce à la sécurité juridique et judiciaire que cette réglementation apporte. Donc, pour ce qui concerne la République du Congo, en plus des règles de l'OHADA que l'on va voir, le droit commercial est régi aussi par la loi numéro 19-2005 du 24 novembre 2005 sur l'exercice du commerce. Alors, au cours de ce cours, 22 vidéos de maximum 1 heure vous seront proposées sur tous les actes uniformes, toute la réglementation de l'OHADA. Donc, cela fera en tout 22 heures de cours de droit des affaires de l'OHADA, ce qui constitue vraiment une formation en dehors des amphis, une formation à laquelle vous pouvez avoir accès de chez vous, n'importe où, parce que c'est important, non seulement pour les étudiants en droit, pour les entrepreneurs, mais pour tous les justiciables de ce grand espace de l'OHADA, de connaître, d'avoir une connaissance, même minimale, de la réglementation de l'OHADA. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, avoir une formation en bonne et due forme, les demandes peuvent être adressées à l'adresse email rcdroit@gmail.com. Donc, il y a des formations qui sont prévues auxquelles vous pouvez accéder par rapport à votre niveau. Donc, si vous envoyez une demande, même en commentaire à cette vidéo, toutes les modalités vous seront données. Alors, de quoi va-t-on parler? Donc, premièrement, le premier thème que nous allons aborder, c'est la présentation du dispositif même de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Comment c'est organisé? Le deuxième thème, ça va être une autre vidéo, donc deuxième vidéo, le droit commercial général qui est vaste. Donc, on va un peu répartir les choses. On va commencer par le statut du commerçant, le statut de l'entrepreneur, le fonds de commerce, c'est très important, les intermédiaires de commerce, les obligations comptables. Maintenant, en thème 3, nous aurons le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique GE. Donc, le sujet est vaste aussi. Il va être partagé en sociétés de capitaux qu'on va d'abord étudier, de personnes, pardon, qu'on va d'abord étudier. Ensuite, les sociétés de capitaux, la SARL, la société à responsabilité limitée, les sociétés coopératives, le groupement d'intérêt économique. Donc, on va faire des vidéos de 1 heure pour chaque sous-thème de ce thème 3.
Maintenant, en thème 4, nous avons les contrats commerciaux, toujours régis par les actes uniformes de l'OHADA. Il y a le contrat de bail à usage professionnel, le contrat de vente commerciale, le contrat de transport de marchandises par route. Ça, c'est le thème 4, donc avec des vidéos qui vont concerner tous les sous-thèmes. Ensuite, il y a le thème 5, c'est le droit des sûretés. Il fait l'objet aussi d'un acte uniforme. Donc, il y aura des sous-thèmes parce que c'est vaste. Le droit des sûretés sont les garanties. Il y a le cautionnement, la lettre de garantie, etc. Donc, on va essayer, les sûretés réelles, etc. On va faire des vidéos pour chaque type de sûreté. Ensuite, en thème 6, il y a les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution. Là aussi, c'est très vaste. Ça fait l'objet d'un acte uniforme. Et là, il y aura plusieurs vidéos aussi concernant tout ce qui est la procédure de saisie vente, saisie attribution, etc. On n'entrera peut-être pas dans les détails pour tout le monde. Pour ceux qui voudront aller plus loin, comme je vous ai dit, il y a l'adresse email rcgdroit@gmail.com ou même en commentaire. Vous pouvez demander à avoir de plus amples informations ou à être formé en bonne et due forme. Alors, le thème 7, donc c'est le droit de l'arbitrage et de la médiation. Il y a également 2 actes uniformes spécifiques, un acte uniforme sur l'arbitrage et un tout nouveau sur la médiation. Qu'il faut connaître, c'est pareil, on vous parlera de cela, mais de manière approfondie, vous pouvez aussi solliciter d'autres modalités d'information et de formation. Et en thème 8, nous aurons le droit des entreprises en difficulté, qui est très vaste aussi, avec un acte uniforme très dense. Donc là, nous vous donnerons l'information et pour aller plus loin, donc je ne le répéterai jamais assez, vous pourrez toujours solliciter de plus amples informations. Donc, concernant maintenant la réglementation des affaires de l'OHADA, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette réglementation? Déjà, commencer à dire qu'une bonne maîtrise du droit des affaires de l'OHADA est nécessaire pour tout juriste, tout praticien, tout entrepreneur. On ajoutera tout citoyen, même si il ne peut pas connaître ce droit-là dans les détails. Donc, il faut commencer par connaître l'organisation et le fonctionnement de l'OHADA. C'est pourquoi c'est le thème 1 qui est consacré au dispositif de l'OHADA. Il est important de bien appréhender donc le statut de commerçant, celui de l'entrepreneur, ainsi que les obligations et les droits qui sont liés à ces 2 statuts. Donc, on insistera là-dessus en thème 2. Pour exercer leurs activités, les entrepreneurs choisissent souvent la forme de société, la forme sociétaire, notamment un type de société parmi tout ce qui existe. On les choisit en fonction de l'organisation et des conséquences juridiques pour la société elle-même, mais aussi pour les associés. Voyez-vous, donc ça va être l'objet du thème 3. Donc, pour fonctionner, une entreprise, évidemment, conclut de multiples contrats, des contrats de location, de bail à usage professionnel qui a ses règles spécifiques, des contrats de vente, des contrats de transport. Donc, il faut connaître ces contrats qui sont très fréquents dans la pratique, dans la vie de tous les jours. Donc, pour se développer, l'entreprise recourt au crédit bancaire parce qu'une entreprise ne peut se développer qu'en ayant du crédit. Donc, ce crédit bancaire est garanti par des sûretés dont il faut connaître quand même le mécanisme. Et en cas de difficulté de recouvrement de ses créances ou de paiement de ses dettes, l'entreprise fait face ou met en œuvre les procédures de recouvrement de créances et des voies d'exécution qui donnent lieu, on l'a constaté, à beaucoup de contentieux devant les tribunaux dans nos pays et peuvent exposer l'entreprise à de grandes difficultés, notamment de trésorerie, si elle n'arrive pas à recouvrer ses créances. Alors, quand les différences sont plus graves, plutôt que d'agir devant les tribunaux,
L'entreprise peut avoir recours à ce qu'on appelle un mode alternatif de règlement des différends commerciaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de l'arbitrage et de la médiation qui sont plus rapides et mieux adaptés au monde des affaires. Donc, ça fera l'objet, comme je l'ai dit, du thème 7. Quand l'entreprise est confrontée à des difficultés de gestion, un certain nombre de règles lui sont applicables pour ne pas que sa situation ne s'aggrave, mais au contraire la redresser, au pire la liquider selon la réglementation en vigueur. Donc, vous voyez que il est quand même important d'avoir connaissance de ces règles qui permettent aux juristes, évidemment, d'exercer son métier juridique, à l'entrepreneur d'exercer ses activités et à tout citoyen de connaître la réglementation en vigueur. Donc, passons maintenant à la présentation du dispositif de l'OHADA. Alors, l'OHADA a des institutions, c'est-à-dire que les institutions organiques de l'OHADA sont premièrement la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui constitue l'organe politique de l'OHADA. Il y a le Conseil des ministres qui peut être considéré comme l'organe législatif. C'est le Conseil des ministres qui prépare, qui adopte les actes uniformes. Il y a le secrétariat permanent, qui est le pouvoir exécutif, on peut dire, qui administre au quotidien l'organisation l'OHADA. Donc, et le secrétariat permanent est basé au Cameroun. La Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, c'est le pouvoir judiciaire. C'est le pouvoir judiciaire de l'OHADA. Et c'est la Cour commune à tous les États membres, à tous les États parties de l'OHADA. Bon, on va expliquer en profondeur tout à l'heure. Et il y a l'école régionale supérieure de magistrature qui est attachée au secrétariat permanent. Alors, la conférence des chefs d'État, comme je l'ai dit, elle est composée des chefs d'État et de gouvernement, les États partis, de tous les 17 États partis. Elle est présidée par le chef de l'État ou du gouvernement dont le pays assure la présidence du Conseil des ministres et statue sur toute question relative au traité de l'OHADA. Le Conseil des ministres, comme vous pouvez le voir, donc regroupe les ministres de la justice et les ministres des finances des États partis. Le Conseil des ministres exerce des fonctions administratives et législatives, comme vous pouvez le voir. Donc, on ne va pas insister, c'est vraiment le Conseil des ministres qui adopte les actes uniformes. Il se réunit au moins une fois par an. D'accord? Alors ensuite, nous avons le secrétariat permanent de l'OHADA. Donc, le secrétariat permanent de l'OHADA est dirigé par un secrétaire permanent nommé par le Conseil des ministres pour 4 ans. Le secrétariat permanent est basé à Yaoundé, au Cameroun. Maintenant, en ce qui concerne la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, alors, elle est constituée de 9 membres. Donc, pour un mandat de 7 ans, comme vous pouvez le voir. Donc, le nouveau traité a fixé le nombre, le nouveau traité de 2008 a fixé le nombre à 9 pour un mandat de 7 ans non renouvelable. D'accord? Alors, c'est très important de connaître le rôle de la Cour. La Cour donne des avis sur tout projet d'acte uniforme. Elle assure l'interprétation et l'application du décret et des règlements pris pour son application, ainsi que des actes uniformes. Elle intervient en matière d'arbitrage pour désigner les arbitres
suivre la procédure, examiner les projets de sentence arbitrale sans pouvoir y apporter d'autres modifications que de pure forme et de prononcer l'exéquatur, qui consiste à conférer la forme exécutoire à ces sentences. La Cour, par contre, n'a pas de rôle d'arbitre. Elle désigne les arbitres, mais elle n'est pas un arbitre. La Cour, c'est très important à savoir, juge en cassation les recours contre les décisions des juridictions nationales relatives au droit au WADA en lieu et place des cours suprêmes ou des cours de cassation au niveau national. D'accord? Dans chaque État partie, une autorité nationale désignée par le gouvernement est chargée d'apposer la formule exécutoire sur les arrêts de la CCJA, donc la Cour commune de justice et d'arbitrage, on sait que CCJA, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre. Donc, ce qui veut dire que les décisions de la CCJA ont l'autorité de la chose jugée et force exécutoire sur le territoire de chacun des États partis. Donc, les pourvois en cassation sont donc portés pour ce qui concerne les règles de l'OHADA, pour ce qui concerne l'application des actes uniformes de l'OHADA, sont portés devant la CCJA, soit directement par l'une des parties à l'instance, donc les justiciables, soit sur renvoi d'une Cour suprême nationale saisie par erreur, on dit indûment, d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes. La procédure de cassation engagée devant la Cour nationale est alors suspendue et ne pourrait reprendre qu'après arrêt de la CCJA se déclarant incompétente. Dans le cas où une Cour suprême nationale a quand même statué en méconnaissant la compétence de la CCJA, toute partie, donc tout justiciable, ayant soulevé l'incompétence de cette Cour nationale, peut saisir la CCJA dans un délai de 2 mois de la décision contestée. Si celle-ci confirme l'incompétence de la Cour nationale, la décision contestée est réputée nulle et non avenue. C'est très important à savoir. Alors, la CCJA peut être consultée par tout État parti ou par le Conseil des ministres sur l'interprétation et l'application du traité et des règlements pris pour son application. De même, les juridictions nationales saisies d'un contentieux relatif à l'application des actes uniformes peuvent solliciter l'avis consultatif de la CCJA. Alors, le règlement de procédure de la CCJA a été modifié le 30 janvier 2014. Donc, la procédure devant la CCJA est contradictoire, c'est-à-dire que chaque partie doit donner ses arguments et essentiellement écrite. C'est pas en présence des parties forcément. Le ministère d'avocat y est obligatoire et l'audience est publique. La CCJA n'a pas de parquet, à la différence par exemple de la Cour de justice des communautés européennes et qui est composée d'un parquet comprenant 9 avocats généraux et dans les mêmes conditions, nommés dans les mêmes conditions que les juges de ça, c'est juste pour un comparatif. On estime que le traité aurait dû instituer dans chaque État partie un juge
de l'exécution qui recevrait une copie de l'arrêt et veillerait à son application. Hein, là, c'est quand on commente l'action de la CCJ, on se demande comment cela pourrait être amélioré. Alors, il y a, je l'ai dit, l'école régionale supérieure de la magistrature de l'OHADA. Pourquoi cette école a été instituée? D'abord, elle est rattachée, on l'a dit, au secrétariat permanent. Son siège est à Porto Novo, au Bénin. Donc, elle est placée donc sous l'autorité du secrétaire permanent qui préside le conseil d'administration, le directeur général de l'ERSUMA, on dit en sigle ERSUMA, est responsable des services et met en œuvre le plan de formation, d'accord, adopté par le conseil d'administration. Donc, l'ERSUMA concourt à la formation initiale et au perfectionnement des magistrats, des auxiliaires de justice des États partis. C'est aussi un centre de recherche, hein, et publie la revue de l'ERSUMA. Donc, vous avez peut-être entendu parler. Ces actions concernent principalement le droit OHADA. Ces statuts l'autorisent également à organiser des colloques, c'est ce qu'elle fait, des stages de formation destinés à des universitaires, des praticiens du droit ou des opérateurs économiques. Hein, l'ERSUMA organise des formations. Elle a pour mission d'initier, de développer et de promouvoir la recherche donc en droit africain. Il y a aussi les commissions nationales OHADA. Donc, les commissions nationales OHADA sont nées de la nécessité de la pratique lors de l'élaboration des premiers actes uniformes, c'est-à-dire que elles ont été maintenues plus tard pour l'élaboration des actes uniformes. Et il est proposé donc de consacrer leur existence juridique dans le traité. Ça, c'est les vœux qui sont émis. Hein. Donc, les commissions nationales OHADA sont placées sous la tutelle du ministère chargé de la justice. Donc, ce sont des unités de gestion, hein, du secrétariat permanent de l'OHADA, des organes techniques, hein, qui ont pour mission d'assurer le suivi et la coordination des activités. D'accord? Alors, à Brazzaville, la commission nationale OHADA, je crois que c'est Brazzaville, c'est au Congo, a été renouvelée le 17 avril 2018. Hein. Elle est présidée par M. Christophe Bienvenu Guy Babela, qui est président de la Chambre de commerce de la Cour d'appel de Brazzaville. Je suis moi-même membre depuis le 17 avril 2018 de la Commission nationale OHADA du Congo. Alors, qu'est-ce qui est très important encore à savoir? Ce sont les caractéristiques des règles de l'OHADA. Alors, les règles de l'OHADA concernent l'exercice au quotidien des affaires, les règles de constitution d'une entreprise, les règles d'immatriculation de l'entreprise au registre de commerce et du crédit immobilier que l'OHADA a institué, les règles comptables qui sont comprises dans un acte uniforme, celles de la vente commerciale, du transport des marchandises par route, les garanties à exiger des clients ou à fournir aux fournisseurs et aux banquiers, les modes de recouvrement des créances, hein, comme on l'a dit. Donc, c'est vraiment l'univers de l'entreprise, l'activité des entreprises qui est réglementée par l'OHADA. En cas de différend, comme on l'a vu aussi, les modes extrajudiciaires de résolution des litiges sont prévus, l'arbitrage donc et la médiation. Et en cas de difficulté des entreprises, notamment par la cessation des paiements, leurs modes de résolution sont prévus par l'OHADA. Donc, les règles de l'OHADA encadrent
la pratique des affaires, tout en laissant aux États parties le soin de réglementer les aspects fiscaux, douaniers, sociaux, c'est-à-dire droit du travail et sécurité sociale, les aspects pénaux, le droit pénal des affaires. L'organisation judiciaire interne est aussi laissée aux États, notamment pour le recouvrement des créances et les interventions relatives à l'arbitrage ou à la médiation. Toutes ces règles-là relèvent de la souveraineté des États. Ça veut dire que l'OHADA ne comporte pas de règles fiscales, douanières, de travail, de l'organisation interne en matière de justice des États. Il y a des États qui ont des cours suprêmes, d'autres qui ont des cours de cassation. Il y a des États qui ont des tribunaux de commerce, d'autres qui n'en ont pas. L'OHADA ne s'intéresse pas à l'organisation judiciaire interne. Mais quand il s'agit de l'application du droit OHADA, la procédure en cassation est portée soit par une cour suprême, soit par une cour de cassation, soit par les cours d'appel, pardon. Les procédures de cassation sont portées par les cours d'appel devant la CCJ. Donc, en matière d'OHADA, les procédures, les pourvois en cassation ne sont pas portés devant les cours suprêmes, on va le reprendre, ils ne sont pas portés devant les cours suprêmes, ni devant les cours de cassation, mais ces pourvois sont portés devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. Je dirais même que c'est la Cour suprême et la Cour de cassation des 17 États parties de l'OHADA en matière de droit OHADA. Hein? On ne va pas insister. Mais c'est très important. Les États parties ont la responsabilité d'adapter et de prendre différentes mesures relatives à tous ces aspects que n'organise pas l'OHADA pour que les règles de l'OHADA soient effectives. Donc, l'article 10, très important du traité, énonce que les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieur et postérieur. Ce qui veut dire que les actes uniformes de l'OHADA n'ont pas besoin de texte d'application pour être applicables dans les États parties. Il n'y a pas besoin de texte d'application. Donc, les actes uniformes sont applicables directement dès que l'entrée en vigueur, et l'entrée en vigueur, on le dira, c'est prévu dans le journal officiel de l'OHADA ou dans le journal officiel de tous les États parties. C'est souvent 3 mois après l'adoption de l'acte uniforme. Donc, il ne faut pas s'attendre à un texte d'application, un décret d'application, quand un acte uniforme a été pris, a été adopté. Hein, c'est directement applicable. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des actes uniformes, on dira même uniques, d'application immédiate. Alors, la nature des règles de l'OHADA. Donc, la nature des règles de l'OHADA, on peut vous dire que les règles de l'OHADA, on l'a dit, sont contenues dans 10 actes uniformes ou encore loi de l'OHADA. Qui sont ces actes uniformes supérieurs aux lois nationales antérieures ou postérieures à leur entrée en vigueur, ce qui est très important. C'est-à-dire qu'elles sont supérieures. Et ces actes uniformes sont entrés en vigueur à partir du 1er janvier 1998 pour ce qui concerne les premiers actes uniformes. D'accord? Donc, ça fait pratiquement 22 ans que ces actes uniformes sont applicables dans nos 17 États. Bon, avant, il y en avait 16. La RDC a rejoint l'OHADA en 2010. Voilà. Donc, le premier acte uniforme est relatif au droit commercial général. Il a été adopté le 17 avril 1997. Il a été révisé le 15 décembre 2010.
Ensuite, il y a l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique qui a été adopté le 17 avril 1997, révisé le 30 janvier 2014. Ensuite, l'acte uniforme sur le droit des sûretés du 17 avril 1997, révisé le 15 décembre 2010. Alors, on révise les actes uniformes pour les adapter aux situations actuelles. L'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution du 10 avril 1980, de 1998. L'acte uniforme sur les procédures collectives d'appurement du passif du 1er juillet 1998, révisé le 10 septembre 2015. Il y a l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage du 11 mars 1999, révisé le 23 novembre 2017. C'est assez récent. L'acte uniforme portant organisation et harmonisation des entreprises du 1er janvier 2001, révisé le 26 janvier 2017, et l'intitulé est maintenant Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information économique. Il a été révisé à Brazzaville au Congo. Il y a aussi l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route du 22 mars 2003, l'acte uniforme sur le droit des sociétés coopératives du 15 décembre 2010 et le tout dernier acte uniforme, c'est l'acte uniforme relatif à la médiation du 23 novembre 2017. Alors, quel est le contenu de la réglementation de l'OHADA? C'est très important d'avoir à l'esprit que le droit OHADA a des traits caractéristiques. D'abord, dans le choix des matières uniformisées, dont on a parlé, les personnes qui sont assujetties auxquelles s'applique le droit donc OHADA, et les dispositions uniformisées, on l'a vu, c'est uniformisé de l'organisation des entreprises et de garantie des activités des entreprises. Donc, quels sont dans ce cas les traits caractéristiques? Qu'est-ce qui caractérise le droit de l'OHADA? Alors, on l'a un peu évoqué, il s'agit du caractère supranational du droit OHADA qui est nécessaire à l'intégration juridique ainsi que le caractère obligatoire, on vient de l'expliquer, de l'OHADA, pour que la réglementation soit pleinement effective, pour sa pleine effectivité. Donc, les règles d'application dans le temps du droit OHADA sont particulières pour tenir compte de la nécessité de la mise en conformité des droits internes. Donc, les droits internes doivent être conformes. Alors maintenant, que signifie le caractère supranational et obligatoire dont on vient de parler? Eh bien, ça veut dire que les textes de l'OHADA, on l'a dit aussi, sont directement applicables dans les États parties, sans qu'une intervention du législateur national, des pouvoirs publics ne soit nécessaire. Donc, ils sont obligatoires et s'imposent contre toute disposition de droit interne, antérieure et même postérieure. Donc, quand les États parties prennent des textes postérieurs à l'entrée en vigueur des actes uniformes, en fait, ces textes sont nuls et de nul effet, parce que c'est le caractère obligatoire supranational donc, du droit OHADA. Donc, seuls
les dispositions non contraires des textes nationaux, des dispositions non contraires au droit OHADA qui demeurent applicables dans chaque État partie. Les autres sont abrogés, considérés comme abrogés. Cependant, pour donner aux actes de l'OHADA leur pleine effectivité, il peut être nécessaire que certains États complètent leur législation. Alors, l'applicabilité directe du droit OHADA a deux aspects. L'application du seul fait de sa publication et son invocabilité par les particuliers devant les juridictions nationales appelées à les faire respecter et à les faire appliquer. D'accord? Donc, malgré le caractère supra-législatif de l'OHADA, les actes uniformes peuvent prévoir des dispositions expressément supplétives, c'est-à-dire qui proposent une solution de droit supranational applicable en l'absence d'une disposition nationale différente. Alors, les actes uniformes peuvent aussi concéder des dérogations spéciales en cas, par exemple, d'activités ordinairement soumises à une législation spécifique comme celle des banques et des compagnies d'assurance que l'OHADA ne réglemente pas. Donc, les textes de l'OHADA n'anéantissent pas systématiquement les dispositifs antérieurs du fait que leur taux de couverture des matières traitées est le plus souvent moindre. Donc, l'OHADA ne couvre pas l'ensemble de la réglementation économique des États. Le traité de l'OHADA enlève ainsi au Parlement, on le dit souvent, et aux organes exécutifs nationaux leur pouvoir législatif et réglementaire dans la mesure où les dispositions des actes uniformes déterminent non seulement les principes généraux d'une matière qui relève du pouvoir législatif, mais également les modalités d'application de celle-ci qui relèvent normalement du pouvoir réglementaire. Donc, en ce qui concerne la publicité des sûretés, les formalités de constitution des sociétés, les formalités d'inscription au registre de commerce, tout ça sont prévus par les actes uniformes. Alors, quelles sont les personnes assujetties à l'OHADA? Les personnes qui doivent se conformer au droit OHADA. Les personnes auxquelles s'applique le droit OHADA. Alors, les règles de l'OHADA s'appliquent à tous les commerçants dans les 17 États parties, à toutes les sociétés commerciales, y compris celles dans lesquelles un État ou une personne de droit public est associée. Il s'agit donc des sociétés publiques. Et elle s'applique aussi au groupement d'intérêts économiques. Dans toutes ces structures, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des États parties. Donc, la notion d'établissement distincte du siège social concerne les personnes physiques qui n'ont pas de siège social. Elle vise également les entreprises disposant d'une implantation dans plusieurs États parties ou des entreprises étrangères à l'OHADA. Donc, tous les opérateurs économiques, publics, privés, nationaux et étrangers sont visés par le droit OHADA. Donc, l'unité juridique recherchée par le droit OHADA fait que tous les acteurs économiques, sans exception, lui sont assujettis. On ne peut parler de sécurité juridique et judiciaire si l'État, qui est dans de nombreux pays
de l'espace OHADA au centre des activités économiques et garant de la bonne exécution des décisions de justice n'est pas impliqué. L'État doit absolument être impliqué. C'est dans cette optique que le traité de l'OHADA a fait de l'État un justiciable de droit commun qui engage sa responsabilité devant les tribunaux en cas de non-respect de ses prérogatives en matière d'exécution des décisions de justice. Mais le droit OHADA n'a pas réussi à remettre véritablement en cause l'immunité juridique dont se prévaut chaque État. En effet, donc l'article 30 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution dispose que l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution comme les personnes morales de droit public et les entreprises publiques. C'est-à-dire que le droit de l'OHADA s'applique évidemment à l'État et aux entreprises publiques, mais dans la mesure en fonction du respect de leurs prérogatives de puissance publique. Alors, qu'en est-il de l'application de la réglementation de l'OHADA dans le temps? Très important à savoir. Alors, les actes uniformes entrent en vigueur 90 jours après leur adoption par le Conseil des ministres. C'est ce qui ressort de l'article 9 du traité. Donc, 90 jours, c'est 3 mois. Ils sont opposables 30 jours francs après leur publication au journal officiel de l'OHADA. Ils peuvent aussi être publiés, c'est ce qui se fait au Congo notamment, au journal officiel de chaque État partie, mais ce n'est pas nécessaire pour leur mise en œuvre. C'est pour l'information des citoyens. Le traité a également prévu qu'un acte uniforme pourrait lui-même déroger à la règle des 90 jours, donc entrer en vigueur avant 90 jours ou après 90 jours, selon les circonstances. Donc, cela répond au souci d'accorder au pouvoir public ou aux opérateurs économiques un délai suffisant lorsque la matière le nécessite ou de raccourcir le délai général si une application urgente s'impose. C'est une marque de souplesse. Voilà, ceci marque la fin de notre premier cours de droit des affaires OHADA qui était consacré à la présentation du dispositif de l'OHADA. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à l'adresse email rcgdroit@gmail.com, comme vous pouvez laisser des commentaires à la fin de cette vidéo. Donc, retrouvons-nous pour la prochaine vidéo qui portera sur le droit commercial général. Je vous remercie.